On va démarrer. Merci beaucoup, d'être aussi, nombreuses et nombreux, en présentiel et aussi en distanciel. Bienvenue pour cette conférence, débat, organisée donc à l'IRIS, dans le cadre, des rendez-vous de, l'humanitaire que j'ai l'honneur d'animer depuis quelques années et dans le cadre aussi du programme sécurité, humaine que, Fatouba, ici présente aussi, coordonne, hem, depuis plusieurs années. Hem, donc on va, en termes de méthode, avoir 1h30 ensemble, 1 heure où, les 3 intervenants et 3 invités vont s'exprimer. Il y aura 2 questions par invité, chacun leur tour, ils auront, 7-10 minutes pour y répondre, histoire que, nos échanges soient un peu rythmés et puis, ensuite on aura au moins 25 minutes, 30 minutes pour pouvoir, discuter avec vous, répondre à vos questions, vos réflexions. Je vois aussi qu'il y a des gens dans la salle avec de l'expérience, des organisations humanitaires qui sont présentes et donc on sera très intéressés d'avoir, vos points de vue, vos réflexions sur ce sujet, donc du Sahel, à Gaza, l'aide instrumentalisée, où on peut dire beaucoup de choses évidemment, hem, sur, cette problématique, de confusion des genres, d'instrumentalisation, de politisation, de l'aide. Sachez que cette, réunion, cette conférence est enregistrée, qu'elle sera sur le site, de l'IRIS demain pour ceux qui sont abonnés et dans 15 jours pour ceux qui ne le sont pas. Il y aura aussi à la sortie plusieurs ouvrages que vous pouvez, acheter pour des sommes modiques, des productions de l'IRIS, des différents intervenants, qui travaillent à l'IRIS, entre autres. Donc la solidarité internationale, vous le savez, elle vit des heures, un peu sombres, ces temps-ci, du fait de la multiplication des conflits et de la manière dont les civils, les humanitaires, sont, considérés, tués, dans de nombreux, contextes. On est, dans un contexte évidemment, où, certes les populations civiles payent un lourd tribut, il y a aussi des attaques en règle, notamment sur, la question des financements institutionnels, notamment les plus gros bailleurs de l'écosystème humanitaire qui sont en train de couper drastiquement leur financement. Je pense à l'USAID américaine et aux aides publiques au développement, notamment européennes. À cela s'ajoutent, évidemment, des contraintes, majeures sur différents terrains, pour les opérationnels, pour les humanitaires que nous sommes pour la plupart, de pouvoir faire des opérations, dans des conditions de sécurité, qui soient, respectables et respectées. Il y a de fait une impunité de plus en plus marquée, sur certains terrains où le droit international humanitaire, on y reviendra, n'est pas respecté. Il n'est pas mort, il est peut-être à l'agonie, mais il est toujours présent, et les textes sont, de la part et du point de vue de nombreux experts, très bien faits. La question est que, l'impunité est, majeure et rend du coup la crédibilité de ce droit, difficile. On voit du Sahel, au Soudan, en passant par donc le Gaza, différents exemples d'instrumentalisation de l'aide qu'on va essayer de vous présenter au travers des interventions. Cette instrumentalisation qui met en péril, bien sûr, les principes de l'action, humanitaire, qui engendre des confusions des genres sur différents, conflits et qui rend l'espace humanitaire indépendant sur nos terrains d'intervention de plus en plus réduit. Donc, on essaiera aussi d'envisager, convocation du droit pour, essayer de comprendre dans quelle mesure, les associations et les organisations internationales peuvent développer des plaidoyers pour, défendre cet espace humanitaire, indépendant et c'est, dans ces conditions que, je vais, présenter mes intervenants et rappeler que moi je suis, le Jean-François Corti, président de Médecins du Monde et je suis chercheur associé à l'IRIS aussi et à l'Institut Convergence et Migration. J'ai l'honneur de vous présenter aussi, Fatou Elisba qui est à ma gauche, qui est chercheuse à l'IRIS et qui est responsable du programme sécurité humaine. À ma droite, je remercie aussi infiniment Kevin Goldberg. Kevin, tu es directeur général de Solidarité Internationale. Tu nous parleras d'ailleurs de ton association, ce que vous faites sur le terrain. Et puis, tu es vice-président aussi de Coordination Sud. Tu pourras nous dire en 2 mots ce qu'est Coordination Sud. Et puis en distanciel, nous avons Julia Grignon. Merci beaucoup, Julia, d'être
avec nous ce soir. Tu es professeur associé à Paris Panthéon-Assas. Tu es jusqu'à la fin de ce mois, si je ne me trompe pas, directrice scientifique de l'IRSEM et tu es aussi présidente de la sous-commission droit international humanitaire et action humanitaire de la CNCDH. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par Kevin. Encore une fois, merci Kevin d'être là avec nous ce soir. J'aimerais bien que d'abord tu nous dises en 2 mots, quelle est ton association, Solidarité Internationale? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission sociale? Et puis que tu nous parles plus spécifiquement du Soudan, notamment, qui est un conflit qui aujourd'hui, comme d'autres, passe sous les radars médiatiques et sous les radars politiques. Or, de nombreuses exactions et les besoins sont immenses, sur ce conflit. J'aimerais que tu nous donnes quelques éléments de compréhension de la dynamique de conflit et bien sûr, surtout des enjeux humanitaires qu'on peut y trouver. Avec aussi, évidemment, tous les éléments qui nous laissent penser que, l'aide est un enjeu, voire, l'aide est politisée avec de rôles d'acteurs, sur place qui peuvent être, portés à contradiction ou à réflexion. Je pense notamment, potentiellement, et je sais que tu vas nous en dire 2 mots, le rôle des Nations unies sur ce contexte. Merci à toi Kevin, tu as 10 minutes. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-François pour, ton invitation. Merci à l'IRIS pour cette invitation. Ravi d'être avec vous pour cette soirée. Peut-être pour dire 2 mots de présentation pour commencer, donc, moi je suis donc directeur général de Solidarité Internationale, une ONG qui a été fondée il y a 45 ans. ONG humanitaire désormais présente dans 25 pays différents, avec un peu plus de 2 600 personnes qui travaillent chez nous. Et qui a fait le choix de longue date de travailler dans les zones dites à accès dégradé ou très dégradé, dans les contextes fragiles ou très fragiles, dans les crises à haute et très haute, sévérité. Et on le fait avec, un focus sur, 3 typologies d'actions: l'accès à l'eau, hygiène, assainissement, l'accès à l'aide alimentaire et aux moyens d'existence et enfin aux abris et infrastructures. Et puis pour compléter l'aspect présentation, Coordination Sud, puisque j'ai aussi le plaisir, d'être membre de son conseil d'administration et vice-président. C'est, probablement, une organisation que vous connaissez bien parce que quand on cherche un travail dans la solidarité internationale ou un stage, c'est souvent par là qu'on passe. Coordination Sud aujourd'hui regroupe 188 membres. C'est, le collectif qui représente les associations de solidarité internationale implantées en France auprès des pouvoirs publics et qui cherche à créer, de la connexion et du partage de savoir entre ces différents membres. Hem, on peut effectivement dire 2 mots du Soudan parce que le Soudan est un contexte de crise dont on ne parle pas du tout assez au regard du niveau de crise que traverse aujourd'hui le pays. Et peut-être avant de plonger pleinement dans, la crise humanitaire, et la guerre soudanaise, on peut juste prendre 2 minutes pour faire un tout petit recul sur, le Soudan, c'est quoi? D'où vient ce pays? Pourquoi est-ce qu'on est dans une crise pareille aujourd'hui? Et peut-être que certains et certaines d'entre vous sont des grands experts du Soudan, mais moi j'ai appris des choses au fur et à mesure de l'évolution de cette crise. J'ai appris notamment que le Soudan a longtemps été qualifié de grenier de l'Afrique, un pays qui était, particulièrement remarquable par, sa production agricole et qui aujourd'hui est dans une situation où, un certain nombre de zones sont qualifiées comme étant en famine. Un pays qui est aussi très riche, puisque concrètement le Soudan, est riche de ses, capacités pétrolifères, pardon, et c'est aussi le troisième producteur d'or, en Afrique. Sans compter tout ce qui est minerais, zinc, fer, uranium et cetera. Ce pays qui donc est plein de richesses, malheureusement depuis son indépendance, en gros, il a connu une succession de crises et de guerres. Guerres civiles, de différents types, avec, en gros, si je zoome sur les périodes récentes, à la fin de 30 ans de régime autoritaire, avec, Omar al-Béchir, vous avez en 2019 une, forme de révolution, en tout cas un changement majeur de gouvernance, qui, porte des mouvements à la fois civils et l'armée, au pouvoir. Dans le cadre de cette arrivée d'un nouveau gouvernement soudanais, 2 généraux se retrouvent dans des positions de pouvoir importantes. Il s'agit évidemment du général Abdel Fattah al-Burhan qui est donc, nouveau président à ce moment-là, de facto enfin, à ce moment-là, au moment de son coup d'État en 2021, prend du coup le pouvoir au Soudan et le deuxième général, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, qui, pendant un moment donc, se retrouve avec, al-Burhan, au pouvoir au Soudan.
Cette, cohabitation de généraux, ne dure pas puisque assez vite, ils vont se retrouver dans une situation de tension. Hemeti a, sous ses ordres, les RSF, donc une milice armée qui a les capacités d'une armée d'État. Al-Bourhan a donc le reste, l'armée, entre guillemets, «régulière», soudanaise et c'est donc à partir du 15 avril, 2023 que débutent les affrontements. Ils débutent, à Khartoum, mais ils vont très vite s'étendre à l'intégralité du pays. Ça, c'est pour le petit point historique. Concrètement, pour Solidarité Internationale, si je fais un zoom sur notre ONG, nous étions présents au Soudan, avant, le 15 avril 2023 et comme beaucoup d'autres acteurs, on a été obligés d'évacuer nos expatriés dans une situation où, la sécurité de nos équipes était, fortement mise, en péril. On a aussi été obligés, de demander à nos collègues nationaux, de se confiner chez eux et de limiter au maximum leurs mouvements de façon à éviter qu'ils soient, pris à partie. Et très vite se pose la question de la capacité de réponse dans un pays qui va très vite se morceler en beaucoup de fronts avec, notamment 2 grandes parties. Une partie, dans, l'ouest du pays avec, les Darfour, qui va être, globalement sous contrôle des RSF et une partie, dans l'est du pays, sous contrôle des SAF, Sudanese Armed Forces, qui, vont donc déplacer la capitale, à Port-Soudan qui aujourd'hui regroupe l'ensemble, des, fonctions politiques de cette, de ce camp, si je peux dire, dans cette guerre, fratricide. Guerre fratricide qui, a un impact énorme, énormissime sur, les civils soudanais. C'est très difficile de compter le nombre de décès, hein, puisque on a un accès, limité à ces données. Mais, pour ceux qui essayent de le faire, on a une fourchette où on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 150 000 morts depuis le début, donc, en 2 ans et quelques. Et puis c'est surtout, 14 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer. 14 millions, ce qui en fait la plus grande crise de déplacés au monde. 4 millions qui ont fui dans les pays voisins. Je le disais, une crise, alimentaire qui amène à ce qu'aujourd'hui, il y ait des situations de famine dans un certain nombre de localités et de façon plus large, une insécurité alimentaire majeure qui fait qu'on considère qu'aujourd'hui 30 millions de Soudanais ont besoin d'assistance humanitaire. Ce qui, du coup, fait du Soudan la première crise humanitaire au monde, si on essaye de compter et qu'on se dit qu'on peut, ranger les crises en fonction du nombre de personnes dans le besoin, ce qui est toujours en soi questionnable. Et alors, évidemment, ça veut dire que les gens ont faim, ils ont aussi faim parce qu'il y a une inflation qui est absolument terrible. Il faut bien comprendre que quand on est face à une situation de conflit comme celle-là, c'est l'ensemble des réseaux d'approvisionnement et le marché habituel, le fait d'aller chercher de quoi manger pour sa famille ou en dehors de vendre, ce qu'on a produit quand on est agriculteur devient très compliqué. Et donc, l'inflation, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup et les équipes de solidarité internationale, estiment qu'elle est à peu près de 300 dans certaines régions, dans les dernières années, 125 simplement en un an. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de la situation, humanitaire particulièrement complexe. Si j'en viens, aux difficultés d'accès. Donc je vous l'ai dit, on avait évacué et très vite la question s'est posée de comment est-ce qu'on revient? Aujourd'hui, heureusement, nous sommes de facto à nouveau présents dans toute une série de localités au Soudan. On a 4 bases opérationnelles, toute une série de régions dans lesquelles on travaille, mais on est peu nombreux en tant qu'acteurs opérationnels sur le terrain. Le niveau d'aide en termes de capacité est largement en deçà des besoins, au sens où ce n'est pas qu'une question de financement ou de volumétrie de l'aide, c'est aussi une question de capacité pour les acteurs humanitaires à agir et à être vraiment en capacité d'amener, concrètement, l'aide dont les populations ont aujourd'hui besoin. Pourquoi? Parce que, il y a plusieurs raisons à ça et peut-être que je pourrais un peu détailler, mais une des premières raisons, c'est qu'on est empêché d'agir. Si je prends la capitale, la capitale du Darfour Nord, qui s'appelle El Fasher, peut-être que c'est un nom que vous avez entendu dans les médias. El Fasher fait l'objet d'un blocus et c'est une ville qui s'est petit à petit vidée de sa population. Elle comptait plus d'1 million d'habitants, elle en compterait autour de 250 000 aujourd'hui, hem et personne ne peut y aller. Personne ne peut y aller, ce qui veut dire que concrètement, les acteurs humanitaires sont empêchés d'aider parce qu'on est bloqué par les différents checkpoints des différentes, factions armées, des différents groupes qui revendiquent la prise de la ville et d'une partie ou d'une autre, ce n'est pas possible aujourd'hui d'agir à El Fasher et l'ensemble des acteurs humanitaires, y compris ceux qu'on qualifie les plus frontliners, ont malheureusement dû mettre fin à un moment ou l'autre à leur activité. Là, on est vraiment sur, une négation totale, du droit, au secours, élément clé, du droit international humanitaire.
Au-delà d'El Fasher, à côté d'El Fasher, on a aussi, des camps de déplacés qui se sont petit à petit vidés. Je pense notamment au camp de Zamzam qui était, un des plus grands camps de déplacés, au monde et qui est né de la précédente guerre qui a ravagé les Darfour, dans les années 2000. Et là aussi, on avait, une activité, pour ce qui est de solidarité internationale, on intervenait, directement, auprès des centres de santé pour faire en sorte que ces centres de santé soient approvisionnés en eau potable, de façon à éviter, l'apparition d'épidémies à partir de ces centres. Pareil, El Fasher a fait l'objet d'une attaque, El Fasher a dû être évacué et aujourd'hui, nous n'avons plus de moyens d'aider les quelques personnes, les nombreuses personnes de facto qui restent à El Fasher. Et beaucoup de ceux qui étaient là ont fui, ils ont fui dans une autre région. Alors je d'inonde un peu de noms différents du Soudan, mais vous pourrez le regarder sur une carte. Ils ont fui près d'une localité qui s'appelle Tawila, qui au départ est toute petite. Il y a vraiment pas beaucoup de monde à Tawila et il y avait encore moins d'humanitaires. Et Tawila, en quelques semaines, quelques mois, a vu débarquer des dizaines de milliers de personnes. Et donc, à Tawila, on est dans une situation où il est, absolument impossible de répondre au niveau de besoin. Et donc, concrètement, aujourd'hui, nous, ce qu'on y fait, c'est par exemple de la distribution d'eau avec, ce qu'on appelle du water trucking, donc concrètement des camions citernes qui vont distribuer de l'eau aux populations. On le fait dans le cadre d'une épidémie de choléra qui est en train de gagner en ampleur et qui malheureusement fait que ça devient un 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 enjeu majeur en termes de santé publique, dans cette partie du Soudan. Et il y a pas assez d'eau, il y a pas assez de camions et surtout il y a pas de vaccin. Parce qu'un des moyens de lutter contre le choléra, c'est de faire vacciner la population et les vaccins, ils rentrent pas, ils sont bloqués et donc concrètement, le seul moyen qu'on a aujourd'hui de faire, de la lutte contre le choléra, c'est une méthode qu'on appelle la méthode CATI, qui concrètement une méthode qui consiste à comprendre d'où viennent les cas et d'aller, remonter la chaîne, d'épidémie au sein des foyers des personnes et cetera. C'est une méthode qui, exige aujourd'hui pour Solidarité Internationale d'avoir 60 équipes différentes qui, se dispatchent sur les différentes zones de Tawila pour, venir, désinfecter, accompagner les personnes malades, comprendre avec qui elles ont pu être en proximité physique et surtout essayer d'amener des points de chloration, enfin amener du chlore dans les sources d'eau qui peuvent être contaminées auprès de leur, domicile. On parle d'un camp de déplacés où il y a une, promiscuité terrible, où il y a même pas assez de temps pour tout le monde et où évidemment ce type de maladie se développe à toute vitesse. Donc on est sur une course contre la course contre la montre, pardon et le fait qu'on n'arrive pas à amener nos assez d'aide et se traduit par des pertes de vie humaines directes. Je termine sur, les Nations unies. Les Nations unies, au Soudan se retrouvées dans une situation que je qualifierais à minima de complexe. Il se trouve que entre ces 2 parties au conflit, il y en a une des 2 qui se trouvait, elle, avoir, d'un point de vue juridique, la tâche de représenter le Soudan suite au coup d'État. Il s'agissait en l'occurrence, des SAF et donc de la partie Port-Soudan, au sein de ce conflit. Et donc là, vous avez un membre des Nations unies qui est en guerre contre, un autre groupe armé, et qui du coup, concrètement va, mettre des contraintes à l'arrivée des Nations unies, au déploiement des Nations unies dans une zone qu'ils ne contrôlent pas. Et de ce fait, et pour une question qui est avant tout juridique, pour une question qui est liée au fait qu'on n'a pas réussi collectivement en tant que communauté internationale à faire la même chose qu'en Syrie, où pendant, à plusieurs reprises, on a réussi à faire qu'il y ait, une décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui a permis d'avoir un point de passage officiel qui allait au-delà des contraintes qui étaient portées par, le régime Assad et qui, bloquer l'aide, donc concrètement, la communauté internationale a dit: «Vous pouvez passer même si Assad n'est pas d'accord». Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire et donc les Nations unies, concrètement, sont empêchées, à date, d'agir sur toute une partie de la zone qui n'est pas contrôlée par les SAF. Ça amène concrètement à une volumétrie d'aide, encore une fois, qui est bien en deçà des besoins et on espère que ça va se débloquer parce que tout récemment, il y a eu une première visite dans les Darfour, de la Humanitarian Coordinator, je ne sais pas comment on dit en français, onusienne qui vient d'arriver. Donc on espère à un moment ou l'autre que les Nations unies vont prendre un peu plus de risques que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Mais clairement, on peut considérer que le Soudan, à date, c'est un échec pour l'ensemble des acteurs. ONU, bien sûr, mais évidemment aussi ONG internationales et y compris d'ailleurs, les ONG locales qui font de leur mieux, mais qui n'ont pas les moyens de répondre aux besoins. Mer Merci beaucoup, Kevin pour, cette première présentation et on voit quelques invariants potentiels qui émergent, autour notamment, d'un blocus et d'une aide empêchée qui nous rappellent, d'autres contextes. On y reviendra, on verra comment le droit traite ce genre de situation. Fatou,
Atou Lisbonne, donc tu le répètes, chercheuse à l'IRIS, mais je pense que la plupart des gens te connaissent ici. Peut-être que tu peux revenir sur les éléments de contexte plus globaux et ce que j'évoquais en introduction autour de ces coupes budgétaires, de l'appui au développement, de la fermeture de l'USAID. Dans quelle mesure ces décisions, interviennent? Quel est leur impact? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire de la réalité aujourd'hui de l'écosystème humanitaire, et de son instrumentalisation aussi? Merci. Alors merci pour ta question. Moi je vais peut-être revenir sur qu'est-ce que c'est avant tout l'instrumentalisation de l'aide? Hem C'est vrai que ce qu'on appelle instrumentalisation de l'aide, c'est pas un phénomène qui est nouveau finalement, il existe, depuis, l'existence de l'aide internationale et finalement le modèle d'aide internationale, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il s'est construit dans les années 50-60 et dans un contexte de guerre froide, rivalité entre 2 blocs et de décolonisation massive. Et en fait, dès l'origine de l'aide internationale et notamment de l'aide publique au développement, il y a, une volonté de créer un outil d'influence, qui va viser à ancrer une sphère d'influence et d'alliance et à contrer, le bloc opposé. Maintenant, cette logique d'instrumentalisation durée, elle s'est renforcée dans la guerre contre le terrorisme après le 11 septembre et avec l'idée de vouloir, garantir une stabilité sécuritaire. Donc, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, il y a une volonté, notamment par le gouvernement américain, mais aussi de la part de la majorité des puissances occidentales, de, fusionner l'aide avec l'intervention armée. C'est pas du tout l'objectif des ONG, hein, et du coup, finalement, dans ce contexte-là, il y a eu, un brouillage de frontières entre l'aide internationale et le politique. Et cela, ce contexte-là va forcément alimenter, la méfiance, la défiance, à l'égard des acteurs occidentaux. Aujourd'hui, on l'observe tout à fait dans la région du Sahel et je pourrais on pourra en parler juste après. Alors aujourd'hui, ce schéma perdure et notamment face à la multiplicité des crises et que ce soit, du Sahel à Gaza, l'aide est un instrument diplomatique, un instrument politique et un instrument parfois de domination. Alors effectivement, Kevin Goldberg l'a démontré au niveau local, au niveau micro-local, l'aide, elle peut être détournée, elle peut être instrumentalisée par des factions locales qui veulent s'approprier l'aide comme un instrument de pouvoir, mais au niveau global, on peut aussi l'observer. Heu, Elle va aussi, relever d'un ce qu'on appelle un 2 poids 2 mesures. Je pense que vous savez de quoi on parle, mais globalement, elle va être mobilisée massivement, pardon, pour certaines crises, notamment pour l'Ukraine, mais parfois elle va être soit quasi absente, soit entravée au niveau local ou international, comme on peut l'observer à Gaza, soit elle va être très lente, soit faiblement visible, soit dépriorisée dans des contextes spécifiques, que ce soit le Sahel, la RDC, où les besoins, humanitaires sont transcendés. Alors maintenant, si on parle du financement, effectivement, l'instrumentalisation de l'aide, elle s'observe aussi au niveau de son mode de financement, et dans sa manière à être, conditionnée. Là, cette année, ça a été une année très difficile avec on parle de crise de l'aide internationale. Moi, j'aurais tendance à parler de crise de la confiance, avec une suspension de l'USAID, durant 90 jours, au début de l'année, qui est le premier bailleur de l'aide, hein, faut pas l'oublier et aujourd'hui, c'est de nombreux programmes d'aide et des programmes humanitaires qui sont mis à mal et du coup, heu, des ONG, qui n'ont pas pu survivre, donc qui ont tout simplement, fermé, et puis, des milliers de vies, qui sont en danger donc vous pouvez très bien regarder sur le site de l'UNICEF, enfin et d'autres ONG, ils le mettent en évidence, des prospections qui sont extrêmement alarmantes et notamment, la vie de femmes et d'enfants. Hem, Maintenant sur l'APD française. Alors, il y a souvent une confusion quand on parle des cuts financières. Heu, il y a une confusion parce que, je pense que l'APD Fran il y a pas en tout cas de la part de la France, il y a pas une volonté de remettre en question, l'aide comme l'administration Trump a remis en question l'aide américaine. Hem, mais plutôt une volonté, je pense, de réinvestir l'aide publique comme un instrument politique. En tout cas,
si on prend l'affichage de la politique française en matière d'APD, il y a une logique de plus en plus affichée de redevabilité et non de désintéressement. Et quand on parle de logique de redevabilité, on le voit déjà, la solidarité, ne s'appelle plus solidarité, elle s'appelle investissement solidaire et durable. Donc c'est un investissement qui demande une redevabilité, un impact positif dans la coopération internationale, mais aussi pour la France. Donc il y a pas une volonté spécifique de mettre, à mon avis, et j'ai pas envie de m'avancer étant donné qu'on est dans un contexte politique plutôt instable, mais il y a pas une volonté de mettre fin à l'APD, en tout cas, je le dirais prospectivement pour l'instant, mais une volonté de réinvestir une logique pour moi qui est une logique néolibérale. Heu, Là, les prospections à l'heure actuelle du projet de loi finances 2026, ça dénote quand même un tournant qui est préoccupant, hein, depuis plusieurs années. On va voir, pour l'instant quand on aura encore une fois un gouvernement stable. Mais, de ce qu'on peut dire de 2024-2025, c'est que l'aide publique au développement française, elle a connu une baisse sans précédent, avec, une baisse, une chute des crédits et des dons. Et ce que ça donne à court et moyen terme, c'est que ça fragilise, les partenariats internationaux, ça fragilise aussi en tout cas, ça accentue la dépendance, des acteurs locaux récipiendaires. Je parle, principalement des associations, des acteurs de la société civile sur le terrain, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Ces partenaires qui ont finalement peu de diversification, financière dans leur modèle économique et qui étaient pour la plupart dépendants de l'APD française. Donc finalement, c'est pas les mêmes causes, mais les mêmes effets. Aujourd'hui, il y a une crise de la confiance dans le système global de l'aide internationale, mais aussi, de faibles stratégies de survie pour les acteurs locaux qui sont récipiendaires de l'aide internationale. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci Fatou, c'était très clair. On voit bien qu'on l'a jusqu'à présent, on a parlé de l'aide instrumentalisée, par les acteurs étatiques, voilà, il faut avoir en tête, que dans la typologie des acteurs de l'aide, vous avez des États, des ONG, les Nations unies, le mouvement Croissant-Rouge, et autres, Croix-Rouge. Vous avez aussi des bailleurs, privés, et des fondations, notamment. Et que, selon les acteurs, les principes d'action ne sont pas les mêmes. L'impartialité, l'indépendance, parfois la neutralité des ONG ou de la plupart des ONG, ne sont pas les principes, des États, et on voit bien comment, ces États, peuvent, s'approprier ces principes dans de nombreux conflits, pour justement surfer sur les valeurs, de l'action humanitaire et pour pouvoir justifier des interventions, notamment dites de guerre juste, qui n'ont de juste que le nom. On a rappelé des éléments de blocus, au travers des exemples de Kevin sur le Soudan. Sur, le Gaza, vous avez, en tête la notion de blocus qui s'est, substituée depuis 2 ans à une notion de siège, c'est-à-dire non seulement des privations, organisées par la fermeture des frontières, mais à laquelle s'ajoutent des destructions massives, avec, de nombreuses mortalités, des destructions d'infrastructures essentielles, un siège qui a amené une famine dans le nord, vous le savez, la bande de Gaza, pour finir, par la définition, d'un génocide par notamment les Nations unies, il y a quelques jours. Simplement pour vous dire que sur Gaza, la notion d'instrumentalisation de l'aide, elle a toujours été, dans, la dynamique coloniale, depuis de nombreuses années, y compris depuis le blocus qui date de 17 ans après l'arrivée au pouvoir du Hamas, et encore plus, depuis, le siège, depuis 2 ans. Comme vous le savez, dans les négociations en permanence, sur notamment la libération d'otages ou autres, il était question aussi, d'aide potentiellement qui pouvait rentrer ou pas. Et on a bien vu que depuis 2 ans, l'aide était largement, empêchée dans une dynamique, militaire, assumée. On a vu aussi comment, l'aide pouvait être utilisée comme un outil de dépolitisation. On a vu les Américains nous parlaient d'un corridor maritime pour faire venir des bateaux depuis Chypre entre avril 2024 et juillet 2024. Ça a été un fax opérationnel total. Ces Américains, laissant entendre que Gaza était une île potentiellement, et que pour contourner le blocus d'une armée qu'elle-même elle soutenait, aller faire venir de l'aide, depuis la mer. Encore une fois, ça a été un blocus total, mais vous voyez comment au travers de la réappropriation, sémantique, opérationnelle, symbolique de l'action humanitaire, on contourne un sujet de fond qui est
pourquoi l'aide est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il y a un blocus, d'une armée qui ne respecte pas le droit international humanitaire, et une armée qui, par ailleurs, est soutenue militairement, politiquement par ceux-là même qui veulent faire de l'action humanitaire et ça permet aussi de ne pas parler des sujets de fond qui sont que, bah, peut-être les civils palestiniens ont le droit, de vivre, de survivre et de revendiquer une existence légitime et puis on voit bien aussi l'autre niveau qui dépasse même la notion d'instrumentalisation autour de la création de la fondation humanitaire pour Gaza, qui a été, mis en place, à Gaza, qui n'a rien d'humanitaire, qui est un opérateur au service, de l'armée israélienne et américaine et qui avait pour vocation de faire rentrer de l'aide pour la distribuer dans 4 centres, notamment au sud de la bande de Gaza. Ces centres-là qui ont permis, la mise en place de ces centres qui ont permis de justifier, la fin et la fermeture de centaines de centres de distribution de nourriture, notamment par l'UNRWA, ce qui a amené, entre autres, ces, situations de quasi-famine et on voit bien comment, heu, cet, acteur dit humanitaire est au fond un opérateur au service d'une politique de déplacement de population, une politique, d'épuration, ethnique. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'action, humanitaire. De surcroît, dans un contexte où ces, lieux de distribution se sont retrouvés être des lieux de mort puisqu'on a comptabilisé 2 à 3 000 morts aux alentours de ces lieux de distribution. Ce qui donne un autre niveau, c'est-à-dire qu'on est même plus dans l'instrumentalisation, on passe sur un autre registre où on se sert d'un dispositif, pour tuer des gens. Je discutais dernièrement avec, une collègue, la présidente de MSF et on se remémorait très peu de situations où cela a pu exister, mais peut-être la situation du génocide au Rwanda où, MSF, à l'époque, essayait de travailler dans les forêts, reculer et était suivi, malgré elle, par des forces, génocidaires qui les localisaient pour ensuite pouvoir localiser les populations, Tutsis qui étaient planquées dans les forêts pour pouvoir ensuite, les tuer. Donc voilà comment on s'appuie aussi sur, des dispositifs humanitaires pour, cautionner ou pour continuer ces programmes mortifères. Julia, tu es toujours avec nous, tu es, en distanciel. Toi, tu es spécialiste du droit, entre autres, droit international humanitaire. On a dégagé quelques invariants sur la base de nos différentes prises de parole. Est-ce que tu peux, nous dire aujourd'hui sur ce droit, en matière d'instrumentalisation de l'aide, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas quand on fait un siège ou un blocus? Qu'est-ce que le droit dit lorsque justement cette aide est instrumentalisée? Est-ce que tu peux nous éclairer? Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à ce séminaire. Je dis aux organisateurs, qui gèrent le Zoom que les gens se plaignent de ne voir que moi en ligne et ils ne voient pas la table ronde, les intervenants qui parlent. Et certains mentionnent que je suis chez moi et effectivement, je suis chez moi. Je suis désolée de ne pas pouvoir, vous avoir rejoint ce soir, mais justement, si je suis chez moi, c'est parce que je formais, toute la journée aujourd'hui à l'extérieur de Paris, des acteurs humanitaires, provenant de grandes ONG qui se forment au droit, ce qui est bien la preuve que, ils y trouvent, encore, une forme d'utilité, même si dans le contexte actuel, il est évident qu'on se situe à un moment où, on peut sérieusement se poser, la crédibilité, du droit international humanitaire et des principes de l'action humanitaire. Alors effectivement, moi je suis spécialiste de droit international humanitaire. Ce que je peux apporter dans la discussion, c'est ce que dit le droit et effectivement, je peux aussi apporter dans la discussion le fait que, il n'y a aucun aspect, politique dans la délivrance de l'aide humanitaire et donc la délivrance de l'aide devrait être dépourvue de tout enjeu, politique. Et puis peut-être pour commencer, j'aimerais, simplement souligner comme l'a fait, Kathleen Goldberg, et un petit peu, Fatou Ba, qu'effectivement le fait que l'aide soit empêchée, ça n'est vraiment pas quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, on le met en lumière, de manière différente et paradoxalement, peut-être, ça conduit à penser que le droit international humanitaire est moins bien respecté aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Et en réalité, je vais vous lire un passage d'un rapport qui dit ceci: «La plupart du temps, pas plus de 20 camions par jour étaient contrôlés. Ces contrôles entraînaient de longs retards et la détérioration des denrées périssables. Selon des témoins, les longs retards qui ont bloqué les convois humanitaires ont également mis en danger la vie des patients gravement malades ou blessés qui attendaient d'être transportés.»
Malgré les accords visant à garantir la sécurité des convois et la communication de leur position exacte tout au long du trajet, des bombardements à proximité immédiate des convois les ont affectés à plusieurs reprises, mettant leur sécurité en danger et retardant ou empêchant la livraison de l'aide humanitaire essentielle. Le dernier convoi s'est retrouvé temporairement bloqué dans la zone de conflit et à partir de ce moment, les Nations unies ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas poursuivre la livraison de l'aide humanitaire en raison du manque de garanties de sécurité suffisantes et des routes fortement minées. Ça pourrait être une illustration du contexte auquel, Jean-François Corti faisait référence, juste à l'instant, l'empêchement de l'aide humanitaire, dans la bande de Gaza depuis 2 ans. Ou ça pourrait aussi faire écho aux propos de Gavin Goldberg sur, la situation au Soudan. Et pourtant, ce que je viens de vous lire, c'est un extrait d'un rapport des Nations unies sur la situation du Sri Lanka en 2009, lorsque le Sri Lanka a décidé, d'écraser, les Tamouls, dans la zone. Donc ça met en illustration 2 choses. La première, c'est qu'aucune région du monde, aucun conflit armé, ne peut se dérouler ou ne se déroule malheureusement, bien entendu, je le regrette, j'aimerais que ce soit, différent, sans qu'il y ait de violation du droit international humanitaire. Ici, j'ai pris l'exemple de l'assistance humanitaire parce que c'est ce dont on parle ce soir, mais des rapports des Nations unies, il y en a pléthore sur un très grand nombre de contextes. Et des rapports des Nations unies qui ont conclu à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité ou à des crimes de génocide. Il y en a aussi un certain nombre dans un grand nombre de contextes. Ça date pas de 2025 que les Nations unies s'intéressent aux situations de conflit armé et qualifient, ces situations. Alors une fois qu'on a dit ça, on pourrait, arriver au constat qu'effectivement il y a, une impossibilité à appliquer le droit international humanitaire. Je crois qu'en réalité, il y a 2 éléments à mettre en évidence. Le premier, c'est que, lorsque le droit est respecté, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que, il n'y a pas de rapport des Nations unies, il n'y a pas de rapport de grandes ONG internationales, il n'y a pas de décision de juridiction pour, dire que, des camions ont pu rentrer sur une zone ou que des crimes n'ont pas été commis. C'est bien naturel, c'est les violations qu'on met en évidence et les crimes qui ont été commis. Et puis le 2e élément, c'est qu'il y a une forme de paradoxe parce qu'aujourd'hui, on parle en tout cas de 2 grandes situations, et peut-être encore de certaines autres, comme on le fait ce soir en parlant, du Soudan. Et qu'en fait, en réalité, en parlant de plus en plus de ces situations, on a l'impression d'une impunité qui est de plus en plus marquée. On a l'impression que les crimes sont, plus violents que jamais et que, la communauté internationale, si on peut encore lui donner ce nom, est impuissante à faire respecter le droit international humanitaire. Alors qu'en fait, paradoxalement, heu, si on regarde la situation, de la bande de Gaza, aujourd'hui, elle fait l'objet d'une mobilisation exceptionnelle par le droit et de procédures juridiques dans des proportions qui sont inconnues à ce jour et qui ne sont pas disponibles, dans d'autres conflits. Donc j'y reviendrai peut-être si le temps me le permet, mais lorsque la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt, dans cette situation et qu'elle parle de conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile, de Gaza, ou lorsque la Cour internationale de justice dit qu'elle est d'avis qu'Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Pour moi, qui travaille en droit international humanitaire depuis, près de 20 ans, ou peut-être même plus que 20 ans, je ne fais plus le calcul, c'est parfaitement inusité. C'est-à-dire que dans le champ du droit, les règles existaient, mais que des juridictions, se positionnent de cette manière, en réalité, c'est assez nouveau. Donc on a une impression, de violation plus massive que jamais et hem, d'inertie, des juridictions internationales ou, plus largement des acteurs internationaux, alors qu'en fait, ils sont assez actifs, dans la situation, même si, c'est vrai, les résultats sont pour le moins mesurés, voire, totalement insatisfaisants. Et ça m'amène au 2e point que je vais faire, suite à ta question, Jean-François. C'est que dit le droit, en fait? Que dit le droit international humanitaire face à ces situations? Alors, il se trouve que j'ai récemment écrit un très long article, 45 pages, sur le droit à l'assistance humanitaire. Donc, je ne vais pas, là, dans les minutes qui me restent, vous faire une synthèse, exhaustive de tout ce que contient, cet article. Mais c'est simplement, si je le dis, c'est pour vous donner la mesure de l'ampleur de ce que contient,
le droit international humanitaire en matière d'assistance humanitaire. L'assistance humanitaire, c'est pas de la charité, c'est pas, parce que des organismes, humanitaires, comme les organisations que vous représentez ce soir, décident d'aller aider des populations civiles, qui sont dans le besoin, que, tout ça reposerait sur, de la valeur ou, des principes moraux. Non, l'assistance humanitaire, elle est ancrée dans le droit. Et si on prévoit en droit international humanitaire les conditions dans lesquelles on doit délivrer de l'assistance humanitaire aux populations civiles, c'est parce que des droits ont été violés. Si dans les conflits armés, les parties au conflit respectaient le droit international humanitaire, il n'y aurait pas besoin de déployer dans cette ampleur de l'assistance humanitaire. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le comprendre parce que c'est à ce moment-là qu'on peut saisir comment le droit peut être un levier dans la négociation avec les protagonistes des conflits armés pour faire en sorte qu'on puisse obtenir, l'accès aux populations civiles dans le besoin. Et alors, lorsque, on s'intéresse donc aux règles, qui s'appliquent, il y a 2 éléments, qui sont importants à avoir à l'esprit. Le premier, c'est que le droit international humanitaire est le seul corpus juridique, il y en a aucun autre, ni en droit international ni ailleurs, qui, fixe les conditions d'accès pour les organisations humanitaires impartiales aux populations civiles qui sont dans le besoin. Et pour pouvoir le comprendre, il faut aussi remettre en perspective que le droit international humanitaire n'a pas pour but de fixer des standards idéaux à atteindre, mais a pour but de fixer des lignes rouges dans des contextes qui sont, extrêmement, difficiles, qui sont les contextes les plus chaotiques qui soient, les contextes de conflits armés. Donc là aussi, il ne faut pas avoir des, expectatives trop grandes ou des exigences trop grandes à l'égard d'un droit international humanitaire qui, en réalité, dans la manière dont il a été formulé, prévoit des standards assez bas en matière de droit international humanitaire. Et pour le comprendre aussi, il faut regarder comment, ce droit s'est mis en place. Si vous regardez la convention 4 de Genève qui protège les personnes civiles dans les conflits armés internationaux, on voit que pour ce qui concerne les soins de santé, toute la population civile, est concernée, mais pour ce qui concerne, la nourriture et les fortifiants, seules les femmes en couches et les enfants sont concernés. Ça, c'est les règles de 1949. Alors évidemment, on ne va pas tomber d'inanition, les règles ont évolué et avec notamment les protocoles de 1977, on a, considéré que l'aide humanitaire constituait de la nourriture, y compris le droit à l'eau évidemment et les soins de santé, devait être garantie à l'ensemble de la population civile, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ne participent pas au conflit armé, mais qui sont gravement affectées par cette situation. Et puis ensuite, le droit va, dire dans quelles conditions les organisations humanitaires peuvent prétendre avoir accès aux populations civiles. Et là, le droit international humanitaire, on peut le regretter, mais fait une distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Et bien que, les conflits qui occupent l'espace médiatique aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine, conflit armé international, ou la situation dans la bande de Gaza, situation d'occupation qui est aussi une situation de conflit armé international, la plus grande majorité des conflits aujourd'hui dans le monde sont des conflits armés non internationaux. On a mentionné la Syrie tout à l'heure. Eh bien, il se trouve que dans les contextes de conflits armés non internationaux, les organisations humanitaires impartiales ne peuvent que faire une offre de service. Donc, on ne leur garantit pas un droit d'accès aux populations civiles, mais on leur garantit la possibilité de faire une offre de service. Et elles doivent, pour avoir accès aux populations civiles, ensuite négocier cette offre de service avec les autorités compétentes. Donc, ça peut être l'État et ça peut être également, dans les conflits armés non internationaux, des groupes armés qui contrôlent certaines zones et avec lesquels il va falloir négocier l'accès. Donc, il y a un droit de proposer son aide et ensuite, le droit international humanitaire devient un outil dans le cadre d'un dialogue avec, les parties au conflit afin de pouvoir, accéder aux populations. Donc je vois que là, je suis en train d'arriver au bout des 10 minutes qui m'ont été allouées dans le premier tour de parole, donc je vais simplement, pour bien faire, lire la règle, aujourd'hui telle qu'elle s'applique en droit international, humanitaire coutumier pour que tout le monde l'ait en tête sur ce qu'exige le droit international humanitaire des parties au conflit et je reviendrai volontiers sur des notions qui ont été évoquées comme le siège, le blocus ou la famine, dans la période de questions si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, la règle dit que les parties au conflit, donc État comme groupe armé, doivent
autoriser et faciliter. Donc autrement dit, on doit leur demander l'autorisation, mais ils doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, de caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, sous réserve de leur droit de contrôle. Voilà un tour d'horizon rapide de ce que disent les règles de droit international humanitaire en matière d'assistance humanitaire. Merci infiniment Julia, c'était passionnant, c'était très éclairant. Bon, manifestement, le temps est plus long chez toi ou plus court parce que tu as fait 12 minutes, mais c'était parfait. Ah, mais je croyais que j'avais Donc le temps, c'est en Suisse, donc forcément, on n'est pas sur les mêmes temporalités. On va élargir encore un peu la réflexion autour de l'instrumentalisation potentielle de l'aide ou de ces enjeux. Kevin, on sait que ça agite beaucoup l'espace humanitaire, les associations, notamment, les enjeux de politique, antiterroriste et ces cadres-là posent, un certain nombre de contraintes, à l'aide, donc impactent l'espace humanitaire, interventionnel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors en effet, il y a toute une dimension aujourd'hui, dans beaucoup de conflits dans laquelle, et je ne m'aventurerai pas dans le sujet du droit, parce que je n'ai pas du tout les compétences qu'a Julia, mais dans lesquelles la partie opposée va être qualifiée de terroriste, il y a tout un droit autour de la lutte contre le terrorisme. Je vais moi faire un zoom sur, la façon dont, ces lois depuis, plus de 25 ans je pense, ont petit à petit entraîné une forme de diminution de notre capacité en tant qu'acteur humanitaire parce qu'elle nous empêche de cette façon à mettre en œuvre, cette capacité d'action, reconnue par le droit, ou en tout cas capacité à proposer et ensuite capacité à mettre en œuvre, tel que c'est aujourd'hui, reconnu. Alors, quand on regarde concrètement, il y a quand même un grand tournant à partir du 11 septembre 2021, une logique dans laquelle les mesures de contre-terrorisme gagnent en puissance dans beaucoup de législations mondiales, avec concrètement des lois qui s'appliquent, qui nous obligent, tout acteur économique, toute personne amenée à avoir des transferts financiers ou de l'achat, à veiller à ce que jamais ces transferts n'aident d'une façon ou d'une autre un groupe qui est qualifié de terroriste et se retrouve sur des listes de sanctions. Hem, Tout ça part plutôt d'une, je pense, logique assez rationnelle. Concrètement, effectivement, aider financièrement un groupe terroriste, ça paraît être quelque chose d'assez criminel. Sauf que la réalité, dans sa mise en application est assez complexe. Pour celles et ceux qui n'ont jamais travaillé dans les logiques de compliance, ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire, c'est de cribler, parce que c'est le nom d'usage, l'ensemble des organisations auprès desquelles on va transférer des fonds, mais aussi l'ensemble des gens qu'on va embaucher, l'ensemble des acteurs avec lesquels on est amené à avoir un partenariat, l'ensemble de celles et ceux avec qui on est amené à, concrètement travailler. Et ça suppose du coup de faire, énormément de administratif. Vous imaginez, on a des milliers de salariés, on travaille avec des partenaires qui eux-mêmes ont des centaines, des milliers de salariés, on a des fournisseurs et tous ces gens-là vont passer sur des listes pour être sûr que, ils ne sont pas, concrètement présents sur ces listes. Est-ce que le système fonctionne? Tu dis, c'est quoi le criblage en tant que tel? Le criblage, ça consiste à faire passer les gens sur ces listes. En gros, on a des logiciels qui sont, adaptés, développés, qui nous permettent de vérifier, et c'est évidemment mis à jour régulièrement que les gens avec lesquels on a des relations commerciales ou des relations de salariat, ne sont pas sur ces listes. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Je pense qu'il n'y a jamais un seul terroriste qui a été identifié grâce à ces listes. Par ailleurs, c'est pas notre job non plus de livrer les terroristes, aux polices mondiales. Mais par contre, c'est très pesant dans notre fonctionnement quotidien. Et le risque que l'on voit apparaître et contre lequel on lutte en tant qu'organisation pour maintenir cet espace humanitaire absolument vital pour nos opérations, c'est que quitte à cribler nos salariés, nos partenaires, nos fournisseurs et tout un chacun, pourquoi ne pas cribler nos bénéficiaires? Puisque concrètement, ça permettrait de savoir s'il n'y a pas des terroristes qui se cachent dans tel et tel camp de déplacés. Et ça, concrètement, c'est en opposition frontale avec tous les principes humanitaires auxquels nous répondons. Donc, il y a eu une poussée, en ce sens que nous avons jusqu'à présent réussi à repousser en partie, puisque concrètement, il y a eu un moment par, Coordination Sud et de nombreux acteurs, un recours auprès du Conseil d'État en France visant à faire que cette obligation de criblage des bénéficiaires finaux ne s'applique pas à nos activités. Nous avons gagné. Mais le risque reste, comme une épée de Damoclès sur nos organisations puisque, on n'est jamais à l'abri d'un retour de cette problématique.
Et puis l'autre point qui est important, c'est bien que ça nous empêche dans notre quotidien aussi, dans nos relations avec l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on doit activer pour agir sur le terrain. Par exemple, nous, notre siège se trouve à Clichy. On a des comptes qui sont sur des banques françaises et donc régulièrement, pour payer nos collègues sur le terrain, on signe des contrats avec des bailleurs de fonds qui nous transfèrent les fonds à Clichy et on doit envoyer l'argent sur le terrain. Quand vous essayez d'envoyer de l'argent en Syrie ou au Myanmar, et même en Ukraine, eh bien, il y a toute une série de warnings qui s'allument au sein des différentes banques qui font que souvent cet argent est bloqué. Et donc tout ça prend un temps complètement démentiel à nos organisations et nous empêche d'agir. Ça, c'est, je dirais, le deuxième palier de limitation lié aux questions antiterroristes. C'est que concrètement, on passe notre temps à devoir justifier de l'ensemble de nos fonds et expliquer à des acteurs qui sont très averses au risque le fait que ce que l'on fait s'inscrit bien dans un cadre tout à fait légal. Ce cadre légal, il y a une résolution, il a plein de raisons d'être, mais il y a une résolution des Nations Unies, la résolution 2664, qui concrètement autorise l'action humanitaire et fait que les listes de sanctions ne s'appliquent pas à nos activités, mais malheureusement, ce cadre n'est donc pas suivi par les différents acteurs de notre chaîne de valeur sur lesquels on est obligé de se reposer pour agir. Dernier point, c'est la façon dont cette lutte contre le terrorisme, elle agit très concrètement dans nos terrains d'action. Et c'est peut-être le plus compliqué parce que là, je vous ai parlé d'administratif, ça a un coût pour les organisations, ça génère de la difficulté, ça ralentit nos opérations, c'est fâcheux parce qu'à un moment ou l'autre, ça a un impact sur le volume d'aide que l'on peut apporter aux personnes auprès desquelles on intervient. Mais le plus gros des impacts, il est le moment où on est soupçonné nous-mêmes de collusion. Et pour agir, il faut qu'on parle avec tout le monde. C'est vraiment clé dans notre métier. On est obligé de négocier notre accès. On doit aller voir des acteurs qui sont considérés parfois comme les méchants, je fais très schématique, ou en tout cas des acteurs qualifiés de terroristes dans les terrains dans lesquels on intervient. Et on doit discuter avec ces acteurs non gouvernementaux pour s'assurer qu'ils acceptent le fait que nos équipes vont passer. Ils acceptent de ne pas tirer sur les jeeps, ils acceptent de ne pas tirer sur les camions, ils acceptent de faire en sorte que l'aide humanitaire arrive aux populations dans les territoires que de facto ils contrôlent. Et cette négociation, elle passe forcément à un moment par une prise de contact. Et le risque énorme qui pèse sur nos épaules en tant qu'acteurs humanitaires aujourd'hui, c'est que cette simple négociation, ces simples échanges oraux, peut être qualifié de collusion dans toute une série de pays. Par exemple, euh, au Nigeria, le fait de discuter avec un groupe qualifié de terroriste, c'est faire de vous un allié du terrorisme. Et donc, ça restreint de façon tout à fait considérable notre capacité à agir et ça fait peser une épée de Damoclès juridique tout à fait majeure. Ça peut amener à des emprisonnements des collègues, ça peut amener à toute une série de situations dans lesquelles nos organisations se font expulser sous motif d'un lien et d'un soutien à des groupes terroristes. Donc ça, c'est évidemment une forme de restriction de l'espace humanitaire qui est tout à fait majeure aujourd'hui. Merci et merci, Kevin. On voit bien, hein, dans cet exemple, tout de suite la difficulté qu'on a aussi à être, dans une mise en tension de nos principes et on pourra en discuter après et en permanence d'être sur des lignes de crête où on parle, parfois de compromis, mais pas de compromission aussi, ça vous montre bien aussi la difficulté qu'il y a, pour les acteurs humanitaires à intervenir dans certains contextes aussi, du fait des politiques antiterroristes, mais aussi du fait des mises en tension de nos principes. On va continuer encore à aller dans des sphères d'instrumentalisation, qui, nous étonnent tous les jours un peu plus avec Fatou qui va aussi, et c'est ma question, nous donner quelques exemples de la manière aussi dont l'aide, peut être utilisée, dans un récit, anticolonial, notamment, dans certains pays, type, Burkina, Mali, Niger et autres, et voire Sénégal. Qu'est-ce que tu peux nous en dire concrètement? Occidentale, pardon. Oui, merci. Hem, déjà, je pense que dans les médias, on a aussi beaucoup parlé de la crise de l'aide humanitaire. Moi, je ne parle pas de crise de l'aide humanitaire, je parle éventuellement de crise de la confiance, de remise en question, de l'aide internationale. D'une aide internationale qui serait potentiellement sous tension. C'est pas la première fois, hein, aujourd'hui quand on voit l'histoire de l'aide internationale, effectivement, c'est pas la première fois que, l'aide est remise en cause, que les ONG sont accusées d'incursions, occidentales. Maintenant,
Peut-être la nouveauté, c'est, le contexte global. Aujourd'hui, on est à une époque de reconfiguration, du monde, de fragmentation, des alliances établies. On est aussi à une période de montée, des discours nationalistes, souverainistes, au nord comme au sud et du coup, ça remet en question, les cadres, en tout cas les standards, portés par l'aide internationale et notamment, je ne vais pas parler des standards juridiques, mais plutôt politiques en termes de politique internationale, notamment les ODD. Les ODD, aujourd'hui, on se dit: «Bon, les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs qui sont inatteignables, ce ne sont pas des références» et en plus, ils ont été possiblement construits par l'Occident avec une vision occidentale. Ce qui est souvent pointé du doigt, c'est généralement l'égalité de genre et les changements climatiques. Maintenant, les ONG internationales et je vais faire un petit focus sur, Sahel, Afrique de l'Ouest. Les ONG internationales, elles sont de plus en plus vues, comme, le bras armé, des pays du Nord, des pays majoritairement donateurs, et elles sont aussi souvent vues comme des acteurs d'ingérence dans la gouvernance, des pays des Sud et comme aussi des institutions qui reproduisent une dépendance néocoloniale. Alors toujours, surtout, spécifiquement au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ce qu'on se rend compte, c'est que, dans certains pays, il y a une volonté d'instrumentalisation, de détournement, en tout cas du sentiment anti-occidental pour renforcer leur pouvoir et aussi pour, détourner la responsabilité de ces États en matière de services sociaux et de protection des populations et de sécurité, tout simplement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, il y a parallèlement, une restriction une ré une en tout cas, un espace civique qui est de plus en plus restreint, donc une restriction aussi de l'espace d'intervention des ONG internationales et des ONG locales et comme je disais, un détournement de leurs propres responsabilités, sociales et sécuritaires. On va parler généralement, de repolitisation de la souveraineté et finalement, c'est une réponse, directe et vue, c'est en tout cas, c'est une réponse, qui est donnée face à ce qu'on entend dans le discours, en tout cas comme la condescendance, des politiques d'aide occidentales. Maintenant aussi ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de l'aide internationale, on est aussi, dans une nécessité de mutation du modèle, dans la mesure où, aujourd'hui, les promesses, liées à ce qu'on appelle la localisation de l'aide, n'ont pas été tenues, les promesses qui ont été, qui ont été demandé, par durant le Grand Bergen, c'est-à-dire de faire en sorte que, on puisse, relocaliser de l'aide directement aux bénéficiaires, directement aux acteurs locaux. De la même manière, ce qu'on observe, c'est que les partenariats entre les acteurs du Nord et les acteurs récipiendaires des Sud, ils sont toujours déséquilibrés dans des rapports de sous-traitance, même si on tend avec cette volonté de mettre en place une co-construction. Maintenant, spécifiquement sur les orientations stratégiques de l'aide publique au développement, heu ce qu'il faut comprendre, c'est que les priorités, c'est pas forcément, elles ne sont pas forcément tournées vers les besoins, mais souvent par, les orientations stratégiques des sociétés donatrices. Je vais m'expliquer, mais en gros, par exemple, spécifiquement sur les thèmes type, égalité de genre, droits reproductifs, gouvernance, démocratique, transition, climatique. Alors ces priorités, elles sont pas forcément vues comme légitimes dans les pays récipiendaires et ça crée des tensions, heu, dans les dynamiques, sociopolitiques et socioculturelles. Finalement, ce qu'on observe aussi, c'est que, les pays, en tout cas les gouvernements des pays récipiendaires, ils voient ça comme plutôt comme une imposition des normes extérieures et un peu une exportation du modèle de société occidentale et finalement, tout ça contribue à toujours fragiliser les acteurs locaux et dans des environnements très conservateurs ou autoritaires où, finalement les bénéficiaires du fonda du de ces programmes sont majoritairement d'ailleurs des femmes, des, minorités, des personnes LGBT par exemple, ils peuvent se retrouver davantage exposés, face aux violences, face à la stigmatisation et à la répression. Donc finalement, des impacts qui ne sont pas du tout positifs. Maintenant, je vais peut-être faire un rapide focus avant de redonner la parole sur ce que disait Jean-François sur la neutralisation, du discours politique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'aide, on parle aussi beaucoup de la neutralisation du discours politique et je vais faire juste un rapide focus sur Gaza.
sur ce qu'on appelle la compassion sélective. Aujourd'hui, face à la situation qui se passe actuellement à Gaza, après 2 ans, de violences de masse, il y a une neutralisation du discours diplomatique occidental, au nom de la neutralité humanitaire. Je m'explique, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une posture affichée de 2 poids, 2 mesures, où l'aide humanitaire va être, entravés, bombardés, politisés. Les acteurs locaux de l'aide, eux, ils vont être criminalisés, parfois marginalisés, ils vont être accusés aussi d'affiliation politique, hein, et l'accès humanitaire est quasiment impossible. Et en fait, cette hiérarchie de l'indignation et de l'empathie au niveau global, mêlée aussi à, de l'instrumentalisation par des gouvernements autoritaires en place, ça fragilise le système de l'aide. Ça fragilise considérablement l'action, ça réduit l'espace et les premiers à être concernés, les premiers à subir les conséquences directes, ça va être les bénéficiaires, les acteurs locaux, les associations sur place. Voilà. Merci Fatou, en plus d'être dans le timing, c'est, parfait. Peut-être une dernière intervention de Julia avant de vous laisser, la parole. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Je suis sûr que dans la salle aussi, il y aura pas mal d'interventions. Julia, bah, comment le droit peut aider, les organisations aujourd'hui, dans ce maelstrom et ce fratras comment le droit peut aider à apporter des éléments de plaidoyer pour justement, eh bien, essayer de préserver, ces espaces, humanitaires, dits, indépendants avec toutes les limites qu'on a évoquées? Comment les organisations peuvent s'appuyer sur le droit pour, justement défendre, un espace, humanitaire indépendant nécessaire pour pouvoir toucher les populations civiles, dans le besoin? Merci beaucoup. Oui, le débat est passionnant. Je suis vraiment hyper contente d'avoir cette occasion d'échanger, avec, Kevin, Fatou, sous ta modération parce que j'aurais envie de réagir sur tous les points et en fait, c'est simplement parce que, droit et action humanitaire sont intrinsèquement liés. J'ai essayé d'en donner, l'illustration en montrant, que l'action humanitaire s'ancre dans le droit et que les règles encadrent l'action humanitaire, parfois des règles qui sont invisibles et ça, c'est pas grave du tout. En fait, elles sont complètement intégrées dans les pratiques des organisations humanitaires. Mais lorsque oui, on est confronté à des, contextes dans lesquels, soit on constate une politisation de l'aide, soit une instrumentalisation de l'aide, soit comme Fatou l'a dit, une dépolitisation, de l'aide. On peut se poser la question, voilà, quel peut être le rôle du droit? Et je dois reconnaître que c'est, une question qui m'obsède depuis assez longtemps et qui m'obsède d'autant plus depuis que, parce que tu l'as souligné, je le redis, je suis à la CNCDH, et que je préside la sous-commission droit international humanitaire et action humanitaire. J'ai pas fait une thèse de doctorat en droit international humanitaire pour faire de la théorie du droit. J'ai fait une thèse de doctorat dans ce domaine parce que, je voulais apporter ma contribution comme juriste à la compréhension de ces règles, et in fine un meilleur respect des règles du droit international humanitaire. Donc certains d'entre vous, sont, parfois, timides à se saisir du droit, parce qu'ils ne se sentent pas, légitimes, à l'interpréter, à le saisir, à se l'approprier. Moi, je me sens pas légitime, à parler, du point de vue de l'action humanitaire parce que moi, je suis pas confrontée aux défis opérationnels auxquels vous êtes confrontés. Mais je pense que nous tous ensemble, en fait, on a un point de convergence et que, en dialoguant ensemble, on peut, trouver des solutions. Et comme il se trouve que moi, je vais pas sur le terrain, que je suis pas, directrice d'opération, d'une ONG humanitaire et que donc j'ai aucune influence sur, la manière dont, les organismes humanitaires peuvent se saisir du droit. Eh bien, lorsque j'ai été nommée à la CNCDH, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que, cet outil, donc c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a auprès des autorités françaises un rôle de conseil, de contrôle, d'éducation et de sensibilisation et en ce qui me concerne donc aux questions liées au droit international humanitaire et à l'action humanitaire et je me suis demandé comment on pouvait avoir véritablement un rôle au sein de cette sous-commission pour, avoir une influence, alors nous évidemment auprès des autorités françaises qui elles-mêmes vont avoir une influence soit sur d'autres États impliqués dans des conflits armés, soit sur ce que peuvent faire ou ne pas faire des organisations humanitaires. Donc un grand nombre d'entre elles, et vous en représentez ce soir, ont leur siège, sur, le territoire, français.
Et donc en m'interrogeant sur ces questions, et vous allez voir que les interventions de Kevin et Fatou me donnent une occasion, superbe de montrer le travail, qu'on a mené. Puisqu'il se trouve qu'au moment où la CNCDH a repris, sa mandature, effectivement, se posait la question du renouvellement de la résolution dont Kevin a parlé, qui donc était la résolution, 2664 qui avait été adoptée en 2022 et qui prévoyait une exemption, humanitaire générale dans les régimes de sanctions comme Kevin l'a mentionné, et que cette résolution elle était valable pour 2 ans, et donc se posait la question de ce renouvellement de cette résolution pour garantir de nouveau que les ONG humanitaires puissent mener leurs activités sans jamais être associées à des activités criminelles ou terroristes, du simple fait qu'elles entraient en contact avec des groupes armés qui étaient labellisés comme terroristes et donc pouvaient mettre en danger leur personnel et leurs activités de la manière dont l'a décrit, Kevin. Et donc, à la CNCDH, on s'est saisi de ce sujet et on a produit un avis sur les exemptions humanitaires dans les régimes de sanctions. Et dans notre rôle d'éducation et de sensibilisation, on a fait 2 choses. On a mené des auditions auprès de tous les acteurs français, et européens concernés par l'adoption de régimes de sanctions, et donc sur la nécessité d'adopter une exemption humanitaire lorsque des sanctions sont décidées à l'encontre de certains groupes ou, de certaines personnes. Et de mener ces auditions, c'était aussi une façon de sensibiliser les personnes qu'on auditionnait à cette question. Et ça fait vraiment écho à ce que Kevin a dit tout à l'heure, puisque, par exemple, moi, j'ai un souvenir vraiment frappant de l'audition des fédérations des banques françaises, auxquelles on a demandé: «Comment vous traitez, cette question des exemptions humanitaires? Comment vous faites concrètement quand vous recevez un ordre de virement, vers la Syrie?» Ou vers un autre pays dans lequel il y a, des soupçons de terrorisme. Et comme Kevin l'a mentionné, eh bien, les banques, elles ont un réflexe d'hypervigilance. Elles ont tellement peur de se faire, sanctionner après par les autorités françaises, pardon, qu'elles développent une hypervigilance, et qu'en fait, dès lors qu'il y a un virement bancaire qui arrive avec, une destination qui peut être, assimilée à du terrorisme, elles vont bloquer le transfert. Et comme Kevin l'a souligné, ça a un impact direct sur l'activité des organismes humanitaires et donc sur les populations civiles qui souffrent des conflits armés. Et donc d'auditionner ces banques, ça nous a permis d'entrer en dialogue avec elles, de leur montrer en fait qu'elles étaient dans une situation d'hypervigilance, que le droit n'exigeait pas ça, et donc finalement de montrer ce qu'exigeait véritablement, le droit international. Et puis on a aussi auditionné les autorités. Donc on a eu, le ministère de la Justice, Bercy, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées, bref, toutes les autorités nationales qui peuvent être confrontées à cette question. Et on les a reçues en interministériel, justement pour les faire dialoguer entre elles sur la manière dont elles comprenaient ces exemptions humanitaires et où est-ce qu'elles voyaient des risques, et donc comment elles envisageaient l'évolution de la législation française. Et donc là, je ne vais pas vous lire, parce que, là, je les ai sous les yeux, mais il y a donc, 29 recommandations, à l'issue de cet avis sur les exemptions humanitaires, mais pour montrer comment le droit fait écho à des préoccupations d'acteurs humanitaires très concrètement, parce que ça répond aux préoccupations de Kevin. Je peux par exemple vous lire la recommandation numéro 26 qui dit: «La CNCDH recommande à la France de renoncer effectivement à toute clause dite de criblage, imposant aux organisations humanitaires destinataires d'un financement une sélection des bénéficiaires finaux de leurs actions». Donc voilà une recommandation concrète qu'on a formulée auprès des autorités et qui émerge, de la préoccupation des organismes humanitaires. On a aussi suggéré des modifications, législatives, notamment dans le code monétaire, et financier, et on a par exemple proposé l'ajout d'un nouvel article qui dirait: «Les organisations humanitaires impartiales et leur personnel ne peuvent être poursuivis en qualité d'auteurs ou de complices des crimes et délits prévus au présent titre, en raison du seul exercice de leurs activités humanitaires et d'autres activités répondant aux besoins essentiels des populations». Donc là, on est typiquement, je crois, peut-être, Kevin pourra le confirmer, mais en tout cas, les ONG qu'on a auditionnées à cette occasion, ça a émané de leurs demandes, typiquement dans, une démarche dans laquelle le droit peut se mettre au service, de l'action humanitaire et peut essayer de résoudre des problèmes auxquels sont confrontés, les acteurs humanitaires. Après, j'aimerais souligner, je crois qu'il me reste encore quelques minutes, tu me le confirmes Jean-François? Oui, des minutes françaises, pas suisses.
D'accord. Alors, je vais prendre quelques minutes, maintenant pour parler, plutôt du sujet sur lequel Fatou, nous a amenés, qui est, la politisation de l'aide, et l'instrumentalisation de l'aide. Parce qu'effectivement, et ça a été criant, dans les conflits, contemporains et en particulier, dans la bande de Gaza où et là je t'emprunte des mots, Jean-François, dans des conférences qu'on a données ensemble, dans laquelle, finalement, l'aide humanitaire est devenue une variable d'ajustement, des autorités israéliennes dans le conflit, en autorisant parfois, 30-40 camions à passer, parfois, 0, parfois beaucoup plus, sans que véritablement les acteurs humanitaires sur le terrain sachent, quelle était la règle à respecter. Parfois, certains matériels, se trouvant dans les camions est autorisé à passer. Parfois, le lendemain, sans qu'on sache pourquoi, le même matériel, est autorisé, à passer. Et donc, on a aussi pu constater qu'en fonction de certains moments, il pouvait y avoir des prises de parole, qui étaient, différentes, selon les moments politiques. Là, je pourrais prendre un exemple et là aussi, c'est un exemple qui s'inscrit dans le travail de la CNCDH, qui est, celui, du moment auquel, la France a pris part aux négociations à un cessez-le-feu au Liban. Au moment où, parce qu'Israël a donc, dans le conflit, mené des frappes, sur le Liban et il était important pour la France de rester partie prenante de ces négociations et donc pour rester partie prenante de ces négociations, il fallait absolument pas qu'il y ait de, démonstration politique ou de prise de parole politique qui aurait pu empêcher, la participation de la France à ces négociations et manque de chance, ça a correspondu avec le moment où, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt, notamment à l'égard de Yoav Gallant, et Benyamin Netanyahou qui sont soupçonnés, d'avoir commis des crimes dans la bande de Gaza et notamment, la famine, d'avoir utilisé la famine comme méthode de guerre. Et là, c'est une question technique dans laquelle je ne vais pas, rentrer, spécifiquement, mais la question des immunités dont peuvent bénéficier les chefs d'État lorsqu'ils sont poursuivis au plan international s'est posée. Et la France a fait, une déclaration extrêmement ambiguë, ancrée dans le droit, donc là aussi à utiliser le droit international pour dire que c'était une question compliquée et que si, Benyamin Netanyahou devait, vouloir se rendre sur le territoire français, peut-être il ne serait pas inquiété. Et là, dans le 2 poids 2 mesures qu'a mentionné, Fatou, l'exemple est criant puisque lorsque Vladimir Poutine, lui, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre, de la guerre qu'il mène en Ukraine pour le crime de déportation d'enfants sur le territoire de la Russie. Alors là, tout le monde était d'accord pour dire que, aucune immunité ne devait s'appliquer, que Poutine devait être transféré à la Cour pénale internationale et lorsqu'il s'est rendu en Mongolie, État partie au statut de Rome, tous les États se sont positionnés pour dire que c'était une violation, des obligations des États en matière d'immunité et donc là, le 2 poids 2 mesures, il était criant et il était très en lien avec, la situation, dans un conflit armé et comme on a été, témoin de cela, au sein de la sous-commission, droits humanitaires et action humanitaire et que par ailleurs, on faisait le constat que donc la France héberge le siège de nombreuses organisations, humanitaires dont les personnels sont déployés notamment dans le territoire palestinien occupé et que ça peut, mettre en danger, ces organisations. On a adopté une déclaration dans laquelle on a rappelé que, l'aide humanitaire ne devrait jamais être conditionnée, ni même influencée par des motifs d'ordre politique, diplomatique ou stratégique. De même, aucun gain stratégique ou diplomatique ne doit être envisagé au détriment de l'aide humanitaire. L'espace humanitaire devrait toujours être préservé et la légitimité des organisations humanitaires impartiales jamais remise en cause. Et nous disons que tout ce qui précède s'applique à tous les conflits armés, dans tous les contextes, qu'ils occupent ou non l'espace médiatique. Et donc là aussi, la CNCDH, qui n'est pas le porte-voix de la société civile française et qui n'est pas, Coordination Sud, une fédération, des organismes humanitaires qui ont leur siège, en France, mais qui est donc un organe qui a vocation à surveiller, à conseiller et à éduquer, à sensibiliser, aux droits applicables dans les conflits armés, eh bien, a saisi cette occasion pour rappeler que, le politique, l'instrumentalisation, du droit ne devrait jamais s'inviter lorsque la France, est concernée par des situations de conflit armé et je conclurai en disant que c'est extrêmement important parce qu'en droit humanitaire, bien évidemment, au premier rang, les parties au conflit armé doivent respecter
le droit international humanitaire, donc les parties au conflit armé au Soudan, au Myanmar, en République démocratique du Congo, à Gaza, en Ukraine, en Russie. Mais les États tiers, les États qui sont extérieurs au conflit armé, ont eux une obligation de faire respecter le droit international humanitaire. Et ils doivent faire respecter ce droit humanitaire, même dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas impliqués directement. Et c'est pour ça notamment qu'on a demandé que la France, par exemple, condamne fermement et systématiquement toute attaque contre des convois ou des personnels humanitaires et de santé, puisque évidemment le droit international humanitaire interdit ce type d'attaque. Merci beaucoup, Julia. Merci à tous les 3 pour ces éclairages. On a combien? On a 12, 13 bonnes minutes pour échanger avec vous. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, regardez, monsieur ici, vous vous présentez? Bonsoir, Yannis Sisepki, étudiant M1 à l'IRIS-Sup. Je tiens d'abord à vous remercier pour, cette conférence très enrichissante. J'aurais une question à l'intention de monsieur Kevin Goldberg, notamment par rapport aux populations. Est-ce qu'il y a un changement dans certains cas de la vision, qu'a la population à l'encontre des aides humanitaires? Est-ce que des fois, la plupart du temps, c'est perçu positivement, mais est-ce qu'il y a des moments où la population va percevoir ces aides comme une manière d'ingérence ou alors simplement d'influence? Je pense notamment à la vision qu'a certaines populations au Sahel à l'encontre de la France, par exemple, ou même en Palestine vis-à-vis des Américains. Merci. Merci, merci pour cette question. On va en prendre plusieurs. D'autres interventions? Alors toi, tu auras 3 points en plus à la fin de l'année, évidemment, hein. N'hésitez pas, là. Oui, ici, à droite. Ah pardon, excuse-moi, vas-y, après ce sera à vous. Ça va. Bonjour, moi c'est Issaka, je suis un master 2 MPI, donc opérationnel. Je voulais revenir par rapport à la question terroriste. Est-ce qu'il y a une définition juridique qui définit ce que c'est que le mot terroriste? Parce que quand on prend comment on appelle ça? Le président syrien actuel, qui était wanted pour 10 millions d'euros, 10 millions de dollars, et qui aujourd'hui se promène dans les salons des pays occidentaux et américains, et qu'au Sahel, on traite de confusion certains groupes terroristes et certaines ONG. À ce qu'il paraît, il y a 2 jours, il y a des membres d'une ONG qui ont été arrêtés pour espionnage et que de l'autre côté, on ne les traite pas de même qualification de terroristes. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de 2 poids, 2 mesures qui explique cela? Est-ce qu'il ne manque pas une coordination entre les politiques, les ONG et les partenaires africains ou partout qu'ils soient? Est-ce que ce n'est pas un manque de coordination qui fait qu'il y a le politique qui prend le pas sur l'humanitaire? C'est la Merci question. pour ta question. J'ai l'impression qu'il y a même la réponse dans ta question, mais c'est une très bonne question. Une dernière question là, et ensuite on va répondre, on prendra un autre tour de questions. Donc j'ai 2 questions pour Kevin, Goldberg. Donc j'ai pas compris, est-ce que donc qu'a décidé le Conseil d'État? Parce que vous avez fait un recours concernant, d'éventuelles exemptions, soi-disant, enfin dans le cadre de l'antiterrorisme, alors je sais pas, j'ai pas compris ce qui est, ou alors peut-être que c'est en cours, il a pas rendu son arrêt. Sinon, alors moi je suis un peu, comment dire? Quand vous avez parlé du Soudan, moi j'ai été un peu gêné parce que, je sais pas, vous dites pas pourquoi, il y a cette situation, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas, vous parlez pas de, je sais pas, de la France, je sais pas, des puissances occidentales ou autres, enfin, parce qu'en général, c'est ça, hein, je veux dire, parce que sinon le problème c'est que pour les gens qui connaissent pas du tout, enfin les gens qu'on n'explique pas, pour les gens qui connaissent pas du tout, ils disent: «Ah bah oui, mais c'est l'Afrique, hein, vous savez, hein, c'est compliqué», alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, hein. Voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Kevin, tu es très sollicité, mais dans les questions, il y a aussi des réponses qui pourront être apportées par Fatou et par Julia. Kevin, Alors, je tâcherai de faire je reprécise que c'était pas une conférence sur le Soudan d'1 h 30, hein, on a compris. je tâcherai de faire des réponses courtes de façon à ce que vous puissiez peut-être avoir,
une autre séquence de questions et surtout que Fatou et Julia puissent également vous répondre. Changement dans la perception des populations par rapport à la façon dont est vécue l'aide humanitaire. Euh, D'une certaine façon, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on fait de l'aide humanitaire, on le fait avec et non pas à côté ou en dehors de la population. Ce qui veut dire concrètement, si je prends par exemple les 2600 salariés de Solidarité Internationale, près de 90 d'entre eux sont des salariés nationaux des pays dans lesquels on intervient et une très grande majorité sont des gens qu'on recrute au sein des communautés dans lesquelles on intervient. Donc évidemment, il peut y avoir des mouvements de rejet ponctuels de tout ce qui est organisation internationale. Et ce qu'on voit beaucoup dans certains contextes, c'est un rejet de tout ce qui est onusien, avec un risque que le rejet des Nations Unies, notamment dans leur branche militaire de maintien de la paix, donc les casques bleus, mais qu'on appelle dans le jargon les Black UN, concrètement, donc que ce rejet-là, à un moment, s'étende à l'ensemble des acteurs internationaux, y compris les ONG. Ça a été un sujet, par exemple, dans l'Est de la RDC. Heu, Cependant, dans notre quotidien, ce qu'on identifie, c'est surtout une très grande acceptance de l'aide et de facto un souhait des populations qu'on puisse rester tant que les besoins sont présents. Ce qui n'enlève rien à notre besoin d'arriver à nous adapter au mieux possible et surtout à travailler vraiment de façon beaucoup plus étroite que ce qui a pu être fait par le passé avec les tissus de solidarité qui existent et préexistent dans ces différentes communautés. Sur la question de la définition du terrorisme et de la façon dont, celui-ci peut être qualifié ou non en fonction des différentes, personnes visées, je laisserai Julia, répondre. Mais de facto, cette définition, elle est aussi nationale et donc c'est une de nos difficultés que de pouvoir nous adapter à une législation mouvante qui parfois peut aussi être utilisée par certains États pour contraindre les organisations de la société civile et notamment tout acteur qui pourrait être témoin d'un certain nombre d'exactions. Et je pense que c'était le cas, dans le pays dans lequel il y a eu des arrestations récentes. Conseil d'État et exemption, globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande de la part du bailleur français, en l'occurrence, l'Agence française de développement, de mettre en place une logique de criblage des bénéficiaires fiscaux parce que l'AFD se considérant avant tout et étant avant tout une banque, elle considérait que le droit bancaire obligeait à la mise en place de ce criblage, donc à la vérification que tout acteur à qui on remet des fonds ou de l'aide est d'abord vérifié sur les listes de sanctions. Nous avons donc fait un recours, collectif contre cette règle et ce recours, a été, validé au sens où, le Conseil d'État a considéré que c'était une surinterprétation du droit par l'AFD et donc a annulé cette exigence auprès des ONG. Et enfin, pour, ce qui est de l'origine du conflit au Soudan, c'est une origine croisée évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes dynamiques dans le conflit qui est de facto complexe. Je peux juste vous dire 2 choses. La première chose, c'est que cette guerre se serait arrêtée depuis longtemps si les différentes parties au conflit n'avaient pas des alliés, que j'ai commencé par vous expliquer la richesse qui existe au Soudan par, richesse pétrolifère, or, et autres minerais et évidemment agriculture, que c'est certainement une des raisons qui fait que chaque faction du conflit aujourd'hui est aidée et malheureusement, et ça je suis entièrement d'accord avec vous monsieur, les puissances qui aujourd'hui ont encore une voix au sein de la communauté internationale, notamment les parties prenantes du Conseil de sécurité, dont la France, clairement ne mettent pas tout en œuvre aujourd'hui, je pense, pour agir auprès des alliés des différentes parties prenantes au conflit. Peut-être, Julia, sur les questions de terrorisme? Oui, merci beaucoup. En fait, le terrorisme n'est pas une notion, juridique, c'est un label. Donc aujourd'hui, en droit international, il y a pas de définition universellement acceptée du terrorisme. Il y a certaines conventions qui, concernent, certains aspects du terrorisme qui essayent d'en donner une définition. Si je m'en tiens au droit international humanitaire, l'acte de répandre la terreur parmi la population civile est interdit pendant les conflits armés et répandre la terreur parmi la population civile pourrait être une définition du terrorisme. Mais dans ce dont on parle ce soir, en réalité, il s'agit d'une labellisation et comme, Kevin Goldberg l'a très bien souligné dans sa première intervention, c'est depuis le 11 septembre 2001 qu'un certain nombre, d'acteurs, de groupes armés ont été désignés comme tels. Alors certains, probablement, avec raison parce que, leurs méthodes sont des méthodes qui, ont pour but de semer la terreur parmi la population civile. Mais il y a eu vraiment, une extension, du phénomène et une tendance à labelliser comme terroriste, en réalité, tout groupe armé ou toute force armée dissidente qui s'oppose, à un État, constitué, et ce qui donc, produit un très grand nombre de difficultés. Et là, en vous écoutant parler, j'ai repris la liste, de tous les groupes ou toutes les personnes qui sont frappées de sanctions, notamment parce qu'elles font l'objet d'une qualification terroriste. Elles sont faciles à trouver, il suffit de le demander à Google, il va vous le dire.
Mais sans surprise, c'est, l'État islamique, Boko Haram, le Front al-Nosra, et cetera. Et donc ce sont des groupes, qui ont été désignés comme tels par les Nations unies et qui du coup font l'objet de sanctions. Et malheureusement, en réalité, même si c'est un label et pas une définition juridique, et bien les protagonistes des conflits armés, y compris les bailleurs de fonds, vont s'en remettre à ces qualifications pour, considérer si oui ou non elles vont s'autoriser à rentrer en cer de ou à permettre certaines activités des acteurs humanitaires. Merci Julia, Fatou. Ouais, peut-être un dernier élément pour vous, monsieur. En fait, moi, la question, de la postcolonialité, c'est un sujet qui me passionne et notamment quand on analyse, les crises et conflits sur le continent africain. Maintenant sur le Soudan, moi je sais enfin, je suis encore en phase de réflexion, mais ma posture, elle est toujours très prudente. Dans la mesure où si vous regardez, l'historicité de l'ensemble des conflits contemporains sur le continent africain, au global, hein, il y aura toujours une genèse coloniale, postcoloniale. Il y aura toujours, un élément lié à la malédiction des ressources naturelles. Il y aura toujours des partenariats avec des puissances occidentales et une responsabilité possible avec les puissances occidentales, notamment la France. Mais aujourd'hui, ceux qui sont garants de la protection des civils, de la sécurité des et de la souveraineté, c'est quand même la classe politique. C'est le gouvernement. Moi, le Soudan, pour le coup, je le connais pas spécifiquement bien. Je laisserai Kevin peut-être ajouter quelques éléments. Mais si on regarde d'autres États comparatifs, vous voyez bien que l'une des priorités, ça va être: est-ce que l'État est en capacité de protéger les civils? Est-ce que l'État est en capacité, de ne pas, laisser passer d'un système de clientélisme et de corruption d'État? Toutes ces questions-là qui déstabilisent politiquement et socialement un État, est-ce que, il y a une responsabilité de la classe politique? Et si on regarde le Soudan, oui, il y a une responsabilité et il y a une responsabilité de la classe politique depuis des générations. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste du Soudan, alors je laisserai peut-être Kevin en parler, mais je veux dire, en soi, il y a une responsabilité des puissances internationales, il y a aussi une responsabilité très locale, finalement. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose, d'en arrêter là. Il est 20 heures. Sachez qu'il y aura d'autres séquences, des rendez-vous de l'humanitaire. Vous serez mis au courant évidemment. J'aurai l'occasion de débattre d'autres sujets. Merci beaucoup à l'équipe de la com. Merci à vous d'être venus en nombre et merci à Julia, à Kevin et à Fatou. Merci.